comment ils nous ont saoulés dans cet épisode, ces deux-là. Libérez l'espace. Au lieu de showcase votre bonheur, là, c'est vraiment la descente aux enfers hein, pour Majib et pour toute la famille Kébé même. Dans cette vidéo, les gars, on va parler de cet épisode 20. Ça va, tout le monde s'est remis de la mort de Virginie. Je sais qu'il y en a qui sont encore dans le déni et tout ça. Je sais qu'il y en a qui pensent toujours qu'elle va se réveiller. Il y en a qui pensent qu'il y a personne même dans le tapis là. C'est pas Virginie, c'est pas encore. Mais il faut arrêter le déni, les gars. Virginie est bel et bien morte. Ça fait trop mal, mais c'est la réalité. Et ce sont des choses qui arrivent, mais tous les jours, les gars. 8 minutes de silence pour Virginie, là, franchement. You get it? If you don't get it, forget about it. You get it? Okay. If you don't get it, forget about it. C'est la première fois que tu passes par cette chaîne, n'oublie surtout pas de t'abonner. Hein. Ici, on parle de séries et films afro, je fais des revues et des analyses. Donc, si tu aimes les séries afro et tu te cherches une communauté avec laquelle parler, discuter de ces séries intéressantes, tu es au bon endroit. Abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater la prochaine revue. On va commencer avec ce throwback dans l'enfance des filles. Une scène avec beaucoup de symbolisme. C'était une scène qui nous rappelait qu'en fait, le moment le plus heureux de la vie de ces jeunes femmes, c'était lorsqu'elles étaient petites hein, et que maintenant, rien ne sera plus jamais pareil. Lorsqu'on voit cette vague qui vient wash away le prénom de ces 5 jeunes filles, on se dit que c'était peut-être un signe qui nous indiquait que cette union n'allait pas être aussi solide que ça, n'allait pas durer quoi. J'ai aimé cette histoire du bracelet parce que c'est vraiment un accessoire qui compte tellement à cet âge-là. On se crée souvent des bracelets de l'amitié ou bien des colliers de l'amitié, des accessoires qui symbolisent vraiment l'appartenance en fait, hein, l'appartenance à un groupe qui est très important à cet âge-là. Et c'est pour ça que Amy se rebelle. Hein. On a l'impression que c'est toujours elle qui cause problème, c'est toujours elle qui sème le trouble, mais c'est parce qu'elle y tient en fait hein, à cette amitié, mais elle s'y prend toujours mal ou bien ça finit toujours mal. Hein. Lorsqu'elle a voulu exprimer son mécontentement de ne pas avoir ce bracelet, de ne pas appartenir au groupe, ça a causé problème. Lorsqu'elle n'a pas voulu blesser Ndeye Marie en lui racontant l'histoire avec Majib, ça a aussi causé problème. On remarque que Ndeye Marie était plutôt proche d'Anna. Hein. Ça fait la deuxième fois qu'on voit les filles dans leur enfance comme ça et à chaque fois Ndeye Marie et Anna sont assises côte à côte quoi. Moi qui pensais que Anna c'était vraiment la petite fille toute timide qui était accrochée à sa cousine Amy, jusqu'à présent on l'a toujours assimilée à Amy, ouais Anna la cousine d'Amy, mais en fait Anna faisait vraiment partie intégrante de ce groupe hein, puisque c'est même elle qui a créé les bracelets de l'amitié. Du coup ça m'a fait penser à la scène lorsque Amy faisait référence à la trahison de Ndeye Marie. Elle lui a dit qu'elle n'a même pas pensé à sa soi-disant amie. On croit tous qu'elle faisait référence à Aïcha, que Aïcha qui fait Majib peut-être dans le passé, mais peut-être qu'elle faisait référence à Anna. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que d'après ce qu'on voit là dans leur enfance, on a vraiment l'impression que Ndeye Marie et Anna étaient comme ça quoi. Lors de la dispute, chacun a choisi son camp. Hein. Et c'est souvent comme ça. Hein. C'est quand il y a les problèmes qu'on va vraiment savoir qui préfère qui. Et ça a été le cas avec cette scène. On remarque que Ndeye Marie est tout de suite allée soutenir Anna, alors que les autres ont choisi de rester avec Amy quoi. Ndeye Marie a même sacrifié son bracelet pour le donner à Anna pour essayer de régler l'histoire. C'est vraiment un signe qu'elle s'aimait beaucoup quoi. Dites-moi ce que vous en pensez surtout. Toute cette scène du passé remplie de beaucoup d'innocence et de naïveté est vraiment à l'opposé de ce qui se passe en ce moment, hein, à l'opposé du présent. Déjà cette vague a clairement agi dans leur vie hein, de nos jours puisqu'on a eu 2 fins tragiques pour 2 personnages. Et puis de nos jours aussi, le pardon ne suffit plus hein, pour régler les problèmes. Ok, banane. On remarque à l'époque, il suffisait de demander pardon pour que voilà les amis soient de nouveau unis. Mais de nos jours, c'est compliqué hein, puisqu'il ne s'agit plus seulement d'une affaire d'arrachage de bracelets. Il s'agit aussi d'une affaire d'arrachage de mecs quoi. Parlons maintenant de Mort le chauffeur. Mort le parfait coupable. Mais lui, il a tellement déconné. Je le pensais beaucoup plus vif que ça franchement Mort. Non mais déjà, je pensais qu'il allait tout de suite essayer de prendre des photos de la scène au moins. Et surtout, ne touchez à aucun élément sur la scène de crime. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba, les gars. C'est un truc à ne jamais faire. Hein. Si vous arrivez sur une scène chelou comme ça, appelez la police, call the popo. Pourquoi il n'a pas fait ça, Mort? Ah, il m'a tellement saoulé. Un débutant comme ça.
Et puis la voisine aussi, avec ses gros cris là. Elle aurait pu le faire, elle a appelé la police puisque c'est la commère du quartier là. On verra dans les épisodes qui vont suivre. Je me suis mise à sa place un moment, je me suis dit qu'est-ce que j'aurais fait? Je trouve un mec chelou sur une scène de crime comme ça, un mec que je pensais déjà être un voleur, mais j'appelle la police direct. J'ai peur pour ma sécurité. Mort aussi le pauvre, il s'est enfui direct. Hein. S'il ne se cache pas bien comme il faut, comme son pote le lui a conseillé, on risque de lui rejeter. Mais toute la faute, hein. Il est vraiment dans le mal, la mort. Il a fait trop d'erreurs de débutant. Et franchement, j'espère que la voisine, je compte sur elle là. J'espère qu'elle a au moins essayé d'appeler la police avant que Abou ne soit revenu pour tout nettoyer. Parce que lui, c'est sûr qu'il a déjà tout nettoyé. Lui, c'est un petit malin, hein. Le soir venu, on a constaté qu'il s'était déjà changé. Il avait l'air plutôt sûr de lui déjà, puisque c'est lui-même qui a appelé la police. Et après l'appel de Fallou, on a vu qu'il n'y avait pas de crainte sur son visage, quoi. Abou a donc emballé Vivi comme un vulgaire saucisson à l'ail. Mais en faisant ça, il a commis tellement d'erreurs aussi. De toute façon, les criminels, ils se croient toujours tellement malins, là. Déjà, il a laissé l'arme du crime sur place. Et ensuite, il n'a même pas pris son téléphone, quoi. En général, c'est ce que les criminels font en premier. Ils essayent de tout de suite se débarrasser du téléphone au cas où quelqu'un tenterait de l'appeler. Mais franchement, quand même, son sang-froid, on en parle. Ce qui m'a glacé le sang, c'est son petit sourire, là. Juste après avoir compris qu'il y avait un passage derrière la maison. Non, je me suis dit, non, lui, c'est un vrai sadique. Il n'éprouve aucun remords. J'ai aimé cette scène de l'appartement, ensuite dans la voiture, parce que c'était un point de vue subjectif. Hein. Ça nous a permis d'entrer dans la tête d'Abou, de voir ce qu'il ressentait. Grâce au mouvement de la caméra, on a vu que même s'il n'éprouve pas de remords, cette situation l'embarrasse en fait. Hein. Il est quand même un peu troublé et embarrassé par tout ça. Et c'est aussi des scènes qui étaient très dérangeantes, hein, gênantes. Dis-moi ce que tu as ressenti lorsqu'on nous montrait Abou comme ça, essayer de se débarrasser du corps et tout. Franchement, moi, je me suis sentie presque comme une complice, quoi. Et je m'attendais à ce qu'il regarde la caméra, tu sais, qu'il casse le troisième mur, là, en mode, vous avez vu ce que j'ai fait? On est tous les deux dans le même bateau. Ah, j'aurais pas assumé ainsi Abou nous avait regardé dans les yeux, je vous jure. On était clairement des complices, mais aussi des victimes, hein. Surtout lors de la scène du coffre, là, avec ce point de vue comme ça, ce low angle, on était à la place de Vivi. Et d'ailleurs, shout out au caméraman qui a dû peut-être entrer dans le coffre pour nous donner ce shot-là. Avec la lumière en contre-jour, Abou et Fallou passaient clairement pour des criminels. Il y a un réalisateur qui est connu pour des plans comme ça, là, en mode ouverture du coffre. Je crois que c'est Tarantino, si je me trompe pas. Cette scène m'a fait penser à plein de films, Django, Pulp Fiction, à plein de films que Tarantino a réalisé. Le low angle comme ça nous permet de tout de suite dire si un personnage est un criminel ou pas. Alors, franchement, cette scène, c'était en mode, dis-moi que t'es un criminel sans me dire que t'es un criminel. Oui. Il suffit d'ouvrir un coffre. Hein. Du coup, cette scène nous pousse à nous concentrer non seulement sur les personnages et sur leurs conversations, mais aussi sur ce qu'il y a dans le coffre. Hein. Est-ce que Fallou a découvert l'identité du cadavre? Lui, là, il avait l'air un peu trop curieux. Hein. D'ailleurs, on peut aimer l'argent comme ça. 15 millions. C'est un vrai trait de ce mec, oh my god. Il commence à demander, ouais, cash ou chèque, c'est comment que tu vas me payer? C'est ça qui l'intéresse, qui nous pousse à se demander s'il ne va pas retourner sa veste, lui. Tellement hâte de savoir quel rôle est-ce que Bati va jouer, parce que lui, il a l'air beaucoup plus riche que Abou. Et vu que Fallou travaille pour lui aussi, ça risque de ne pas sentir bon pour Abou. Hein. Est-ce que vous pensez que Fallou a été curieux et qu'il a vu qui avait été tué? C'est pas comme si Vivi était très bien emballée non plus. Hein. Donc c'est facile d'ouvrir par curiosité et de regarder, mais bon, peut-être qu'il a des codes de bandits. On verra bien par la suite. Fallou a donc enterré Vivi sur une terre mais inconnue. Il y a à peine du réseau là-dedans. Hein. On le comprend lorsqu'il appelle Abou. Abou, il struggle en mode ouais, allô, ouais, je t'entends pas. Allô. Fallou, allô. C'est-à-dire, il n'y a même pas de réseau où ils sont là, où il l'a enterré. Donc, est-ce qu'on va réussir à retrouver Vivi? Certains d'entre vous pensent que oui. J'avais fait un live sur Instagram dans lequel une intervenante, shout out to you, nous a fait une hypothèse sucrée. Une hypothèse qui tient vraiment la route, les gars. Donc, dans cet épisode, on a remarqué que les parents de Malika ont parlé de vouloir changer de promoteur immobilier. Peut-être que ça aura un lien avec la mort de Vivi. Peut-être que le promoteur va leur proposer un autre terrain, comme par hasard, celui dans lequel Vivi est enterrée. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que tant qu'on ne retrouve pas le corps de Virginie,
Abou peut clairement s'en sortir. Hein. Pour l'instant, on n'a que des on-dit. Ouais, il m'a appelé, il m'a parlé de son. Oui, j'ai vu. Mais il n'y a aucune preuve pour l'instant. Aucune preuve tangible. Parlons un peu des parents de Malika et surtout de ce papa-là qui de plus en plus me paraît mais comme un thug, un truand, quelqu'un qui kiffe la thune. Par moment même, je le trouve un peu trop jeune pour cette maman. En tout cas, dans ce resto-là, je l'ai trouvé un peu jeune par rapport à la scène du dîner. Peut-être que c'est dû à leur côté un peu moderne. Des parents qui se font un dîner en tête-à-tête. Faut dire que c'est inédit quand même dans cette série. Je pense que jusqu'ici, on n'a vu aucun parent faire ça. Et pendant cette scène, ils ont donc parlé de leur fille. Et leur discours donne clairement l'impression que Anna et Eva est en danger, les gars. Entre la maman qui nous parle d'exposer la fille de Madjib, ça a un rapport avec le danger, ça. Le papa a aussi parlé de la douleur de sa fille en parlant de Malika. On découvre petit à petit le destin tragique de l'enfant que Malika a eu, hein, puisque on nous parle de douleur, ça fait penser à la douleur de la mort, quoi. Donc elle est morte, la petite. Malika a sûrement fait du mal à sa fille, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Et surtout, qui est le père de cette fille, hein? Ce père dont on ne parle jamais? C'est tellement un mystère. Franchement, ils veulent rien lâcher. Hein. Les indices arrivent, mais doucement. Une chose est sûre, c'est que Malika, elle n'a jamais étudié la psychiatrie, en fait. Hein. C'est elle qui a été internée en hôpital psychiatrique pour se faire soigner après cet événement tragique-là. Sûrement que comme elle est très intelligente, très sournoise, elle a réussi à berner les docteurs, leur faire croire qu'elle allait mieux. Et voilà, on la release de l'hôpital, quoi. Pendant le discours des parents, on a l'impression qu'ils se faisaient plus de soucis pour la fille de Madjib que pour leur propre fille, quoi. Surtout la maman, on comprend tout de suite que Malika et sa mère ne sont pas forcément proches. Hein. Elle est beaucoup plus proche de son père. Même pendant la scène du mariage, là, on va en parler juste après. Je sais que c'était une réunion vraiment que pour les hommes, mais j'aurais kiffé voir la maman au moins venir déposer un plateau d'eau, un plateau de jus, histoire de signifier sa présence. Mais il n'y avait pas du tout la maman, preuve qu'elle n'est pas du tout d'accord avec cette rencontre. Hein. Malika, c'est bien la fille de son père. Hein. Vous avez vu comment ils étaient assis? Des jumeaux. J'avais encore des doutes sur la paternité là, mais avec cette scène, je me suis dit, ah non, là c'est mort, c'est vraiment sa fille. Je reste encore dubitative hein, en ce qui concerne la maman. Est-ce que c'est sa vraie mère? Est-ce que ce papa s'est remarié avec cette maman? Est-ce que c'est un gold digger? Il a l'air d'aimer la thune, c'est pour ça qu'il a bien apprécié la famille de Madjib, parce que voilà, ils sont tunés. Donc franchement, on verra bien. Pour l'instant, il me donne des vibes de thug. Sûrement que Malika a hérité de sa folie là, de son père. Hein. Le papa veut clairement accélérer les choses hein, avec cette rencontre imprévue comme ça. Il a hâte de se débarrasser de sa fille et ça se voyait direct lors de la première rencontre avec la famille de Madjib, même sans connaître la famille. Il était déjà satisfait en mode ouais, Madjib c'est un homme, ma fille c'est une femme, allez mariez-vous, c'est bon, allez. Il est trop pressé. Et du coup les gars, essayez de me faire des hypothèses dans les commentaires. À votre avis, qu'est-il arrivé à la fille décédée de Malika? Est-ce que sa fille a subi des violences? Déjà, est-ce que Malika a toujours porté le voile quoi? Ce voile est très intriguant hein, puisque c'est la seule à le mettre dans sa famille. Qu'est-ce qui s'est passé pour pour qu'elle switch, pour qu'elle change comme ça? Lorsqu'on regarde les autres membres de sa famille, ils ont l'air plutôt free, plutôt libres. Et Malika a l'air beaucoup plus différente, beaucoup plus traditionnelle quoi. Donc quel événement l'a poussée à mettre le voile? Elle a sûrement fait du mal à sa fille en la tuant sans faire exprès. C'est une hypothèse qui revient souvent. It makes sense parce que ça expliquerait pourquoi est-ce qu'elle veut tellement protéger bébé Anna comme si elle regrettait ses actes du passé. Est-ce qu'elle l'a tué parce que le père de l'enfant aimait beaucoup plus sa fille que elle-même? Pourquoi est-ce qu'elle a attendu comme ça que la fille ait jusqu'à 7 ans pour lui faire du mal? Qu'est-ce qui s'est réellement passé quoi? Madjib était donc l'invité d'honneur. Il y a quelqu'un qui a dit non, ça c'était pas un mariage, c'était un guet-apens. Mais Madjib, on peut être une statue comme ça. Il y avait le statut challenge non à l'époque, monument vivant. Madjib, il n'a pas bougé. Madjib était là, mais sans être là, quoi. Mais il était même perplexe par moments, comme s'il ne comprenait pas réellement ce qui se passait. C'était l'une des seules émotions qu'il a laissé transparaître hein, pendant ce moment-là. Il a souri un peu lorsque, voilà, tout était fait, lorsque la cérémonie était terminée, quoi. À part ça, rien du tout. Il a même donné une réponse timide. Limite, on est en mode Madjib, t'es sûr que tu veux te marier, là? Para now. Je
franchement, Majib, il saoule aussi parfois à vouloir toujours faire les choses vite, là. C'est obligé de se marier. Ce qui m'aidait à me situer dans le temps par rapport à la série, c'était la grossesse de Virginie, hein. Donc, on constate que son ventre n'avait pas beaucoup évolué, ce qui signifie que ce mariage est clairement très précipité. Dites-moi ce que vous pensez de la décision de Majib. C'est clair qu'il a été pris au dépourvu, hein. Mais pour l'instant, Malika ne lui a montré que de bons côtés, une femme bien, pieuse, qui s'occupe bien de sa fille. Majib a surtout écouté les conseils de son père qui lui disait qu'on ne se marie pas forcément avec la femme qu'on aime. Donc je pense qu'il s'est dit, bof, why not? Mais si il savait le malheur qu'elle va apporter dans cette famille, ce n'est pas pour rien qu'on a fait un lien entre ce mariage et la mort de Virginie, hein. Tout est lié. Pendant que certains pleurent, d'autres se réjouissent pour l'instant. On a aussi fait le lien entre ce mariage et puis Abou, hein, ce qui signifiait clairement la descente aux enfers pour la famille Kébé. Les criminels ne s'habillent pas toujours en noir, hein. Il y en a une là, bien au milieu. Un loup dans la bergerie. Malika doit être tellement fière. Elle était tellement contente, hein, lorsqu'il a accepté de l'épouser. Vous avez vu son regard en mode toi, je vais bien te montrer ma vraie couleur. Ah! J'ai trop hâte de voir la tête d'Aïda Kébé. C'est pas qu'elle a invité un monstre chez elle. Alors, une fois chez Ami, on découvre donc ce tableau, hein, donc la dague ensanglantée. Ce tableau faisait vraiment tache au milieu de cet appartement lumineux comme ça. Ce petit havre de paix que Ami a réussi à créer jusqu'ici. Voilà que sa paix est maintenant perturbée. Ami est donc la seule à savoir que Virginie était enceinte. C'est aussi la seule à savoir qu'il y avait du sang dans l'appartement, hein, puisque Mor lui a dit rapidement au téléphone. Dès qu'il lui a dit ça, elle a tout de suite fait le rapprochement avec Abou. J'ai kiffé quand même que Ndeye Marie se soit pointée chez Abou, hein. Franchement, elle, no matter what, elle est toujours prête à show up pour ses amis. Et ça, franchement, ça c'est bien ça. Même si bon, il est trop tard maintenant, fallait rester lorsque Vivi te l'avait demandé. Cette scène redonne quand même de l'espoir, hein. Ça m'a fait plaisir de les voir comme ça, tout ensemble, soudés lorsque ça ne va pas. Et ça prouve clairement qu'elles ne lâcheront rien concernant Virginie. On a constaté donc qu'il y avait un petit changement de outfit, hein, pour Ndeye Marie. Elle n'avait plus sa robe rouge, elle avait plutôt du noir. On va dire qu'elle a passé beaucoup de temps avec Aïcha, qu'elles ont cuisiné, donc elle s'est forcément changée, ce qui explique le changement du outfit, parce que l'épisode précédent et celui-ci se déroulent dans la même journée, hein. Les autres personnages n'ont pas changé de tenue, à part Ndeye Marie, quoi. Donc voilà. J'ai bien rigolé pendant la scène où Aïcha lui donnait des conseils. Là, je me disais, t'inquiète pas, ces conseils, elle va bien les appliquer avec ton frère, tu vas voir. À ton avis, est-ce que Aïcha va beaucoup en vouloir à Ndeye Marie lorsqu'elle va commencer à sortir avec Boris ou pas? Revenons chez Abou, les gars. Et mais c'est que maintenant que je remarque à quel point cet appartement a beaucoup de rouge. Du tapis jusqu'au fauteuil, jusqu'au rideau, il y avait du rouge partout, hein. C'est vraiment la preuve que un malheur allait arriver. Jusqu'ici, je pense que l'appartement de Abou et Virginie, on nous montrait surtout la salle à manger, la chambre, la salle de bain, la cuisine, mais pas tout le temps ce living area là. On découvre un Abou changé, qui a un bonnet maintenant. On va sûrement nous montrer d'autres flashbacks dans lesquels Abou se change, comment il se débarrasse de ses vêtements, comment il a nettoyé la scène du crime sûrement. Il porte son bonnet, hein, c'est pour cacher quelque chose. Comme une intervenante nous l'a fait remarquer dans le live, Virginie lui avait mis un coup, hein, pendant leur intercation. C'est sûrement pour cacher tout ça. Et c'est sûr qu'il a sûrement des blessures aux mains aussi, hein, vu la force avec laquelle il l'a frappé. J'espère que la police va bien remarquer tous ces petits détails et j'espère surtout qu'on pourra compter sur Charles, parce que Charles se retrouve mais dans une sacrée mauvaise posture. Si Abou tombe, c'est que Charles tombe aussi et il peut dire bye bye à sa carrière d'avocat. Donc c'est tellement délicat. Abou va le forcer à le défendre, hein. C'est soit lui, soit personne d'autre. Ah non, franchement, j'aimerais pas être à la place de Carlito, mais c'est l'occasion pour lui de stopper son karma là. Dis-moi toi, qu'est-ce que t'aurais fait à la place de Charles? J'ai tellement hâte aussi de découvrir la réaction des parents de Virginie qui étaient absents, hein. Tout le monde était là sauf eux. Je comprends mieux maintenant pourquoi Virginie a toujours choisi d'habiter avec sa sœur, parce que ses parents s'en fichent d'elle, hein. Ils ne se font jamais de soucis. Bon, il y en a qui ont dit ouais, peut-être qu'ils sont pas au courant. Je pense quand même que la sœur de Virginie a essayé de vérifier chez les parents si Virginie n'était pas là-bas avant de s'effondrer comme ça, hein. Elle est très inquiète, hein, visiblement, et elle n'a carrément presque plus d'espoir, hein, vu ses propos. C'est quoi cette horreur? Donc elle a sûrement déjà vérifié avec les parents. Peut-être qu'ils sont en route, hein, on verra bien. En ce qui concerne Sally, à ton avis,
comment est-ce qu'elle va apprendre cette nouvelle tragique? Est-ce que l'affaire va être médiatisée puisque Abou c'est quand même quelqu'un d'important? Et c'est à ce moment-là que Sally va le voir à la télé peut-être. En tout cas, c'est une fin bien tragique pour une jeune femme qui rêvait de strass et paillettes. C'est tellement triste, c'est tellement dégueulasse de mourir dans ces conditions-là, emballée comme ça, là, enterrée dans de la saleté. Virginie ne mérite vraiment pas ça. Mais c'est un scénario choc qui a pour but de nous faire réagir et surtout de nous ramener à la réalité, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent ces situations-là au quotidien et il y en a même plein qui n'en parlent pas du tout et qui ne veulent pas être aidées même. C'est ça le pire. Ça s'avère difficile lorsque les femmes elles-mêmes rejettent l'aide, quoi. Et en plus là on parle des femmes qui subissent des violences, mais il y a aussi des hommes qui les subissent. C'est beaucoup plus tabou, même si le nombre d'hommes qui subissent des violences conjugales est moins important, ça existe. C'est un phénomène qui existe. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode, à quel point est-ce que ça vous a touché? Est-ce que vous pensez toujours que Virginie est en vie? Détaillez votre théorie dans les commentaires pour qu'on en discute. Peut-être que vous allez soulever des points intéressants et on en discutera ensemble, ok? Merci beaucoup d'avoir regardé cette analyse jusqu'au bout et on se retrouve dans la prochaine, ok? Stay safe and stay blessed. Bye!